Quand on a travaillé ensemble la première fois, tu sais qui a eu l'idée de faire un challenge pour vendre mon programme sur Postadem? C'est vrai que je suis le pire mec parce que je vous dis ça, alors que je fais partie des gars qui ont littéralement importé les challenges en France dans l'infoprenariat. Il y a la peur de se dire si mon lancement marche pas, du coup je suis coincée parce que je gagne plus d'argent avant le prochain lancement dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Tous les gens qui font des challenges en ont aussi marre et ils veulent tous venir sur des systèmes plus cool parce qu'ils sont tous en burn-out quoi. Il faut pas passer 3 mois en stress de trésorerie en se disant oh là là mais du coup comment ça va se passer? Tu t'es mis une semaine de stress dans les pattes et de fatigue dans les pattes pour aller choper 15 personnes. Avec l'équipe on s'est retrouvés mais avec des centaines de messages, c'était juste pas gérable. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Amour, Gloire et Business. Et alors aujourd'hui, on se retrouve avec une thématique d'épisode où PB est on fire. Donc il a décidé qu'on fasse cet épisode pour pouvoir... Est-ce que c'est pour passer tes nerfs un petit peu cet épisode-là? Ben, franchement, vous avez de la chance parce qu'on est en fin de semaine. Du coup, j'ai pas l'énergie du lundi nécessairement. Mais si j'avais l'énergie du lundi, je m'énerverais vraiment beaucoup. Alors là, je vais pas trop crier parce qu'on n'est pas chez nous. Mais ouais, on va parler de l'arnaque des challenges et des webinaires. Alors ça, c'est un titre totalement biaisé par Pierre-Baptiste Poncelin. Mais effectivement, la thématique de notre épisode maintenant, c'est la stratégie des challenges, la stratégie des webinaires. Qu'est-ce que ça vaut vraiment? Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Et c'est de ça que nous allons débattre dans cet incroyable épisode d'Amour, Gloire et Business. Très bien. T'es prêt? Je suis Eh ben écoute, prêt, explique-nous plus que prêt que prêt. pourquoi tu t'énerves à chaque fois qu'on parle de ce sujet. Parce que je trouve ça... Peut-être déjà tu peux expliquer ce que c'est. Ah ok, on va ceux qui commencer savent par pas. les bases. Qu'est-ce qu'un challenge? Qu'est-ce qu'un webinaire? On va commencer sur les challenges, vraiment ce que je préfère dans la vie. Un challenge, c'est quand tu fais un lancement, une opération de vente, où par exemple sur 5 jours, tu vas avoir un live par jour avec peut-être un groupe Facebook ou un groupe WhatsApp ou un groupe Telegram. Et en gros, le but du challenge, c'est on invite du monde, on leur met plein de contenu dans la tronche, on leur fait vivre une super expérience qui est trop géniale. Et à la fin, on leur vend un truc. En outre, notre produit, puisqu'on est là pour ça. En outre. Voilà ce que c'est qu'un challenge. Un webinaire, c'est quoi? Un webinaire, c'est la même chose réduite sur une soirée. On invite tout le monde à une masterclass le mardi soir à 20h. Et Mardi pas dingue, hein, mais oui, ok. Non, mardi pas dingue. Mauvais choix de jour, mais ok. On présente notre contenu, on éduque, on persuade et on vend notre produit à la fin du live. On va se concentrer bien sur les challenges parce que les webinaires, c'est juste la version courte du challenge. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'as? Non, je voulais rajouter un truc sur la définition. Okay. Non, c'est que le challenge, il y a vraiment un côté communauté sur un temps, effectivement sur quelques jours, où vraiment c'est chaque jour tu vas avoir du contenu, des choses à faire, etc. En fait, pourquoi ça s'appelle un challenge? C'est parce que l'audience qui participe est amenée à être active en fait là-dedans. Là où le webinaire, il n'y a pas forcément déjà le côté communauté, c'est-à-dire que juste tu t'inscris, tu viens au webinaire, à la masterclass, en général c'est un peu le même terme, et tu as 1h30 en gros de conférence avec la vente à la fin, mais il n'y a pas le côté tu fais partie d'un groupe, tu fais des actions, tu vis tout un événement. Ouais, voilà. C'est juste. Voilà. Et dans le challenge, il y a une idée de on va faire des choses, évidemment. C'est ça. On est challengé à faire quelque chose qui va peut-être nous apporter des résultats, ce qui est la première erreur des challenges. On ne veut pas que les gens ils aient des résultats avant d'acheter. On veut qu'ils achètent pour qu'ils aient ensuite des résultats, putain. Après, on fera un épisode sur l'éthique dans le marketing. Il va être très court. Je sais même pas par où commencer, tellement je suis vraiment persuadé que dans 90% des cas, c'est une idée de merde. Alors pourquoi? Explique pourquoi, selon toi, ça ne le fait pas. Raison numéro 1, parce que les gens ne savent pas faire des challenges correctement. En fait, déjà, raison numéro 1, ça demande, pour vraiment bien le faire et vraiment bien persuader, et là je parle par exemple si tu as une petite audience. Si tu as une énorme audience, tu peux faire un challenge, ça va vendre juste parce que tu as une énorme audience. Donc fais ton challenge si tu veux, si tu as envie de te fatiguer pour rien, ça c'est mon deuxième point. Mais le premier point, c'est si tu n'es pas un monstre en marketing, ça va être compliqué pour toi de faire vraiment un challenge qui va amener les gens à acheter plutôt que qui va être contre-productif et amener les gens à pas acheter. Pourquoi? Parce que les gens, ils font des challenges. C'est en mode, jour 1, on va voir comment faire ça, jour 2, on va voir comment faire ça, jour 3, on va voir comment faire ça, jour 4, jour 5, ils arrivent à la fin des 5 jours, l'audience, les participants au challenge, ils sont là, franchement, merci,
j'ai tout ce qu'il faut, donc tout ce que tu m'as dit, je vais l'implémenter, et puis merci, on se revoit dans 6 mois, ou pas, parce qu'il y a quelqu'un de plus agressif qui va arriver dans les 6 mois, et qui va closer la personne, et toi tu l'auras pas eu, et tu auras le somme. Ça, c'est la première raison, c'est que du coup, les challenges vont être souvent trop éducatifs, trop utiles, malheureusement, pour vraiment bien vendre, et que les compétences que ça demande pour vendre, c'est vraiment next level, en fait. Moi, là, je viens de faire le challenge, j'en ai fait un, j'ai suivi un challenge d'Iman Gadzhi. Bon, lui, il a eu la bonne idée déjà de le faire payer d'abord 97 balles et puis 300 balles pour garder la replay, donc j'ai payé 300 balles pour me prendre un challenge dans la gueule, donc j'avais un peu le somme quand même, parce que justement, on n'a pas appris grand-chose. Et ça fait que c'est un bon challenge malgré tout. Mais en gros, chacun de ces lives, il y en a eu aussi 5, c'est millimétré en termes de copywriting en fait. C'est vraiment, ok, on fait péter telle croyance, on présente bien tel truc, on fait bien monter la sauce et il n'y a pas un mot de trop. C'est chirurgical pour te faire acheter en fait. Et ça, moi, même après 10 ans de copywriting, je ne me frotterais pas à ça. Moi tout seul pour mon business. Il faudrait que j'ai 1-2 copywriters pour m'aider parce que sinon, beaucoup trop difficile. Donc c'est de la vente en mode hardcore et ça risque en plus d'être trop dur pour toi de faire ça, de bien le faire en tout cas. La deuxième raison, c'est que tu vas te fatiguer. En fait, c'est que c'est fatigant et qu'on peut avoir les mêmes résultats en fait sans le challenge. C'est-à-dire que déjà si tu fais un webinaire, tu réduis ton challenge et tu vas avoir potentiellement les mêmes résultats. Et petite musique d'ascenseur. On meuble parce que je cherche. Et tu vas te fatiguer pour un truc qui peut apporter les mêmes résultats, surtout si tu as, je veux dire, les gens qui ont une petite audience, arrêtez de faire des challenges. Quel est l'intérêt? En fait, le but d'une challenge, c'est prendre du trafic froid et le chauffer à mort. C'est-à-dire que si vous faites des challenges et que vous ne faites pas de pub, ça sert à quoi de faire un challenge en fait? Tu vas déjà essayer de convaincre des gens qui te connaissent super bien. Tu n'as pas besoin de les chauffer à mort. Hein. Tu leur fais un webi, ils achètent, merci, bonsoir. Tu peux même faire des emails et ça suffit. Donc, par contre, si tu viens chercher du trafic froid, de la pub en masse, là, ça peut devenir intéressant pour que les gens se chauffent avec toi et commencent à te connaître. Mais il faut que tout derrière le copywriting, encore une fois, il soit irréprochable. Pardon, je perds mes idées aujourd'hui. Et le dernier élément par rapport à ça, le gars meuble, encore une fois, je suis un homme politique. Écoutez, je vais vous répondre à votre question. Parce que les Français veulent savoir. Et pendant ce temps, tu réfléchis, tu sais. C'est exactement ce qu'ils font. Hein. Ça trompe plus personne. Arrête de meubler. Du coup, ta petite audience, ça sert à rien de faire un challenge, c'est pour chauffer des grosses audiences, pour chauffer du trafic froid. Et après, sur une grosse audience, éventuellement, ça peut être utile parce que tu vas faire venir beaucoup de gens dans ton challenge. Si tu as une petite audience, tu ne fais que réduire le nombre de clients que tu vas avoir. Parce que, admettons, tu as 1000 inscrits à ton challenge. Il y en a en moyenne 30% qui vont participer et 30%, si tu as les 30% de bout en bout, déjà, tu es un boss. Donc déjà 30% de 1000, ça fait 300. Et ouais, j'ai réussi à faire des maths en live. Impressionnant. Sur les 300, tu peux en convertir peut-être 5%. Alors, ça fait combien ça? Et là, par contre, ça fait 15. J'ai pas envie de calculer. Je crois que ça fait 15. Vérifiez chez bien vous. 15. Ça fait 15 personnes. Putain, tu t'es mis une semaine de stress dans les pattes et de fatigue dans les pattes pour aller choper 15 personnes. Tu as intérêt à les closer à 15K les 15, parce que sinon, tu as vraiment perdu ton temps et ton énergie pour rien. C'est le deuxième élément. Le troisième élément, c'est qu'aujourd'hui, tous les gens qui font des challenges en ont aussi marre. Ils veulent tous venir sur des systèmes plus cool parce qu'ils sont tous en burn-out, quoi. Ça, c'est mon point de vue. Voilà. Vous avez toujours envie de faire des challenges après avoir écouté ça? Par contre, apparemment, il y a des manières peut-être écologiques de faire des challenges. Et ça, c'est toi qui vas nous en parler. Mais quelle transition incroyable! Alors quand même, j'aimerais, avant de raconter mon histoire avec les challenges, dire, quand on a travaillé ensemble la première fois, tu sais quand... C'est vrai, faut qu'on en parle. J'aimerais savoir qui a eu l'idée de faire un challenge
pour vendre mon programme sur Postadem. C'est vrai que je suis le pire mec parce que je vous dis ça, alors que je fais partie des gars qui ont littéralement importé les challenges en France dans l'infoprenariat. Faut pas oublier que personne n'en faisait quand on a commencé à bosser ensemble avec Charlotte en 2020. Et je lui ai dit, ok, ce qu'on va faire, et à ce moment-là, ça s'appelait pas encore challenge en fait. Je lui ai dit, on va faire un lancement triple A. Ça, c'est moi qui appelais ça les lancements triple A. C'est quoi? En gros, tu as les lancements. Tu avais les lancements C, où c'était juste des emails, je crois. Ouais, un truc comme ça. Les lancements B, où tu fais un webinaire. Et les lancements, j'appelais ça triple A. Je sais pas pourquoi c'était... C'est vachement intuitif comme type. Triple A, parce que comme dans le gaming, quand tu veux les jeux vidéo, les triple A, c'est le top du top, tu vois. Ah ouais, d'accord. Et du coup, je lui ai dit, on va faire un lancement triple A dans lequel il y aura 3 lives et potentiellement, je sais plus s'il y avait un groupe ou pas. 3 lives, un groupe, on pourra en parler du groupe d'ailleurs, et ensuite la masterclass, enfin le webinaire de vente à la fin. 3 lives plus un webinaire de vente, ça fait 4 comme ça. 3 lives plus un webinaire de vente plus le groupe. Et c'est moi qui ai dit à Charlotte, tiens, on devrait faire ça. Bon. Et après, c'est là que ça a commencé à un peu plus se démocratiser. Donc, mais à coup pas, je fais partie des gars qui ont démocratisé cette connerie. Voilà. En attendant, donc c'était le contre-avis que je pouvais... Enfin, contre-avis. Effectivement, quand on a cherché à développer cette offre-là, donc mon programme Side Project à ce moment-là, donc pour lancer son projet entrepreneurial en parallèle de son job, c'est vrai que on s'est dit comment est-ce qu'on peut créer plus de liens, vendre davantage, etc. Et c'est là que tu m'as proposé de faire cette fameuse semaine qu'on a appelée la Side Project Week. Et n'empêche que la Side Project Week, c'est quand même quelque chose qui a très bien fonctionné. C'est-à-dire qu'il y avait de très bons résultats. Il y avait... Pourquoi tu rigoles ? Je suis quand même fier d'avoir fait un truc qui marche un minimum. Non, mais c'est vrai, ça a bien marché. Mais aussi, pourquoi ça a bien marché ? Déjà parce que je pense que le marché était peut-être moins saturé de challenge, donc c'est vraiment nouveau quand même à ce moment-là. Ensuite, il y a aussi le fait que les emails pendant la semaine qui se déroulaient, c'était quand même PB qui les faisait, ce qui fait qu'ils étaient quand même très bien pensés. Non mais c'est vrai, on a vraiment optimisé, et d'un lancement sur l'autre, quand on refaisait cette Side Project Week, on faisait en sorte d'optimiser le taux de participation en direct, le taux de conversion à la fin, donc vraiment c'était pensé d'une certaine façon. Et mes propres, donc les ateliers que je faisais, ces fameux lives, étaient aussi pensés d'une certaine façon pour que derrière ça convertisse. Alors, c'était pas parfait. Au début, je me souviens, la première, ils ont duré beaucoup trop longtemps. Ça commençait à 20h. À 22h30, j'étais encore là. Les gens étaient encore là quand même, cela dit. Mais bon, voilà, ça, c'est quelque chose qui a très bien marché. Mais c'était bien pensé. Et aussi parce que je pense que en atelier, j'étais aussi... Alors, pardon, je vais dire un truc peut-être un peu pas très diplomate, mais c'est aussi comment vous êtes en live. Il y a des personnes qui ne sont pas à l'aise en live, qui font le challenge parce qu'il faut faire le challenge et où vraiment ça leur prend une énergie de dingue, c'est pas naturel, elles ont du mal à embarquer les gens, enfin ça le fait pas. Il y a d'autres personnes qui sont à l'aise, avec qui ça fonctionne bien, et ça c'est aussi une des choses que je prône, c'est qu'il n'y a pas une stratégie meilleure qu'une autre, c'est qu'il y a une stratégie qui est bonne pour vous, en fonction de votre zone de génie. Et pour le coup, c'est vrai que dans mon cas, le fait de parler en live, faire ce genre de choses, c'est quelque chose que j'aime et dans lequel je suis plutôt à l'aise, plutôt bonne là-dedans. Donc si c'est vraiment votre truc, là ça a du sens parce que vous allez embarquer les gens, vous allez créer cet effet-là, ils vont avoir envie de continuer. Si par contre, vous créez pas forcément ça, vous aimez pas trop et qu'en fait, juste vous êtes là en mode ok, je te donne la technique, je te donne un peu les réponses et je m'en vais parce que je suis pas à l'aise, il va aussi moins se passer de choses, quoi. Donc il y a aussi ça qui compte. Mais du coup, on avait fait cette fameuse Side Project Week et c'est quelque chose qui fonctionnait bien. Néanmoins, au bout de quelques temps, moi je voulais plus faire les lives moi-même, donc je gardais, donc il y avait 3 lives de contenu, le lundi, mercredi, vendredi, et ensuite le lundi suivant, il y avait la masterclass, donc le webinaire de vente. Et à la fin, au bout de quelques Side Project Week, je voulais plus faire autre chose que le webinaire de vente, ça ok. Par contre, les ateliers, j'avais plus envie de répéter la même chose, donc on était passé en mode asynchrone, c'est-à-dire que c'était des ateliers pré-enregistrés et le webi était en direct. On n'a pas forcément vu une baisse significative des résultats avec ça, donc ce qui veut dire que, est-ce que ça jouait tant que ça, le live, je sais pas, au niveau des ventes en tout cas. Et ensuite, on a carrément, sur certains lancements, squeezé la Side Project Week, fait du webinaire directement. Alors, j'ai plus tous les chiffres en tête, donc c'est pas forcément précis, exact ce que je dis, mais en tout cas, il n'y avait pas forcément une différence majeure non plus.
Voilà, donc après c'est un peu dur à dire parce que c'est aussi, il y a toujours plein d'explications dans ce qui fait que un lancement va fonctionner, pas fonctionner. Donc justement, moi je sors d'un lancement dans lequel j'ai fait un challenge. Donc c'était quand je t'ai dit que je voulais faire un challenge? Ah oui, c'était la semaine du Nouvel An. On s'est loué notre, tu sais, la maison dans les châteaux de la Loire là, et on faisait un peu notre bilan de l'année, on réfléchissait à ce qu'on allait faire l'année prochaine. Et donc moi j'étais en mode brainstorming et j'ai dit mais je sais ce que j'ai envie de faire pour le prochain lancement de Dolce Business. Je vais faire la semaine Dolce Vita. Et la semaine Dolce Vita, l'idée c'était de dire pendant une semaine, je fais un audio télégramme à mon audience pour pouvoir en fait effectivement convertir et grâce en fait à une méthodologie claire. C'est-à-dire que mon télégramme, je partage très régulièrement, plusieurs fois par semaine, des audios sur le sujet qui vient et tout ça, mais c'est pas structuré. C'est-à-dire que tu arrives dans le télégramme, tu as les derniers audios, mais il n'y a pas un ordre spécifique. Et donc je me suis dit, pour que les personnes qui me connaissent, qui suivent, mais n'ont pas encore franchi le cap de Dolce Business, pour qu'elles franchissent ce cap-là, il faut que ce soit clair pour elles comment on va s'y prendre et que ça... Je pense vraiment qu'on achète quand on est au clair sur comment on va résoudre notre problème. Pas dans le sens où on sait déjà le résoudre, mais on comprend les grandes étapes et on comprend le process par lequel on va devoir passer pour résoudre notre problème. Et donc c'est pour ça que je voulais faire cette semaine Dolce Vita, pour dire voilà en fait les étapes pour aller faire un business qui rapporte 10 000 et plus par mois tout en ayant la Dolce Vita. C'est ça le positionnement. Donc effectivement, j'ai fait ce challenge, mais je l'ai fait en mode Dolce Vita aussi, ce challenge. C'est-à-dire que je ne suis pas partie sur des lives en soirée, 36 000 emails, enfin quelque chose de lourd. Je suis vraiment partie sur du simple. Et du simple pour moi, c'était quoi? C'était je fais un audio quotidien comme j'ai un peu l'habitude de le faire. C'est juste qu'il y aura un ordre logique. Il y aura un petit défi à faire à la fin de chaque audio, mais vraiment simple. Et je fais ça pendant une semaine et je le fais à l'heure que je veux dans la journée. Et voilà. Et la simplicité aussi, c'est que j'ai pas créé un groupe à part. J'ai pas créé, je sais pas... c'était pas compliqué, quoi. C'était juste dans mon canal Telegram habituel. Il y a ça aussi, c'est que j'ai pas créé un canal exprès pour ça, où il faut que je ramène du monde dessus et compagnie. J'ai utilisé celui de d'habitude pour capitaliser dessus, et c'était très bien comme ça. Il a un petit sourire, qui veut dire qu'il a une objection. Non, c'est très bien. Je pensais à un autre truc qu'on allait défoncer dans un prochain épisode, ça m'a évoqué quelque chose. Ah ouais. Continue. Du coup, c'était une version très simple du challenge, entre guillemets. Il n'y avait pas de webinaire, il n'y avait pas tout ça, c'était que ça. Ensuite, c'était ouverture des inscriptions, une semaine, et ensuite clôture. Est-ce que sans le challenge, j'aurais eu les mêmes résultats? Honnêtement, j'ai pas eu une différence de résultats entre le lancement où je n'ai pas fait ce challenge et le lancement où j'ai fait le challenge. Ça m'a pas apporté plus de résultats du fait du challenge. Donc effectivement, alors est-ce que j'aurais eu moins de résultats si je n'avais pas fait le challenge? Ça, on peut jamais le savoir. Et de toute façon, je pense que c'est ça qui est pas évident aussi, c'est que le business, c'est pas un laboratoire scientifique où on peut tout tester, où tu sais, on garde toutes les variables identiques sauf une pour pouvoir tester. Ça ne marche pas comme ça. D'un lancement à l'autre, on va avoir, ça va pas être la même période, la même saison, la même actualité extérieure. Ça va pas être, pour peu que tu aies fait des contenus avant ton lancement sur un certain sujet. Enfin, c'est jamais exactement la même chose. En plus, souvent d'un lancement à l'autre, on va tester un petit changement de prix, des changements d'email. Donc, c'est jamais exactement la même chose. Donc, on ne peut pas comparer parfaitement. En revanche, dans les grandes lignes, il n'y a pas une différence majeure par rapport à ce qui s'est passé. Donc après, moi j'ai eu plaisir à le faire et je pense que ça a apporté de la valeur et tout ça, mais je ne sais pas si d'un point de vue stratégique, c'est forcément quelque chose que je referais. Donc voilà pour ça. Et sur les challenges que je faisais Side Project Week, effectivement, la première fois, on avait fait un groupe Facebook en se disant, c'est cool parce que les gens ils vont discuter entre eux, ça va créer de la communauté, ça va les engager et tout ça. La réalité, c'est que ce groupe Facebook, on s'est retrouvé avec plus de 2000 personnes dedans en seulement quelques jours et ça a été ingérable. C'est-à-dire que on s'attendait tellement pas à autant. Nous, on avait dit aux gens qui s'inscrivaient, quand tu t'inscris, présente-toi et présente ton projet dans le groupe Facebook. Sauf que avec l'équipe, on s'est retrouvé mais avec des centaines de messages. C'était juste pas gérable et en fait, on a fini par la fois d'après arrêter le groupe parce qu'en fait oui c'est cool mais c'est pas ça qui vend et je pense que c'est ça qu'il faut voir comme différence, c'est que ce qui est cool, qui apporte de la valeur et tout ça, c'est pas forcément ce qui vend. Et dans l'idéal, on veut à la fois certes apporter de la valeur mais aussi vendre. On cherche à allier les deux et parfois le fait de chercher à vraiment apporter un max de valeur en se disant c'est ça qui va permettre de convertir parce que les gens auront confiance et compagnie, ça peut être complètement contre-productif. C'est clair. Comme le fait par exemple de dire avant d'acheter le programme payant, tu passes par une petite formation gratuite, donc avec des petites vidéos, des petits machins et tout ça, même sur la plateforme. En fait, non. C'est-à-dire que les gens ont peu de temps disponible. Ce qui fait que s'ils investissent déjà du temps sur le gratuit et qu'il y a déjà des choses à se mettre sous la dent, à faire qui vont amener les résultats, ils vont pas forcément aller sur la suite. En plus, on prend aussi le risque que la version gratuite ne leur plaise pas.
Alors qu'elle n'est pas forcément identique à la version payante. Vous allez Ouais. peut-être vous dire, oui, bah c'est bien, comme ça, ils vont pas acheter un truc qu'ils aiment pas. Sauf qu'en fait, c'est jamais pensé de la même façon. Donc c'est même un produit à part. Pour moi, un challenge, quand c'est vraiment fait en mode vrai challenge, c'est un produit à part. Ça ne dit rien de comment ça va vendre sur l'offre payante, en fait. Ça m'évoque un épisode. On Vas-y. peut faire un épisode qui s'appelle Le problème avec les lead magnets. Et je pense que ça peut être pas mal. Si vous voulez qu'on fasse un épisode Le problème avec les lead magnets, c'est l'heure du call to action. Ah, ça faisait longtemps. On dit ça, nous on enchaîne les épisodes. Donc en fait, j'enchaîne mes call to action depuis tout à l'heure. Petite note sur Apple Podcast, 5 étoiles, Apple Podcast, Spotify, ou un commentaire sur YouTube, un like sur YouTube, un abonnement sur YouTube. Tout ça, ça fait plaisir. Ça nous permet de continuer le podcast et d'aller faire tous ces sujets. Du coup, on fera probablement, si le podcast continue, ça un dépend de épisode, vous. le problème avec lead magnet, pour compléter ce que tu viens de dire Très bien. là-dessus. Très bien. Voilà mon retour par rapport à ça. Qu'en Ok. penses-tu? On a défoncé un petit peu les challenges. Les challenges. Bon, Alors attends, non, mais quand même, est-ce qu'il y a des cas où c'est pertinent si on fait le récap? moi, je peux te donner un cas éventuellement où c'est pertinent. C'est si tu viens de mettre 50 000 balles en pub et que tu veux réchauffer tes prospects à Ouais, mort. tout à En fait. fait. Allez, 50 000 balles, j'exagère. Oui, Mais en vrai, t'exagères un petit peu. À partir de 5000 déjà. ouais, à partir de 5 000, mais tu vas pas non plus avoir C'est ce qu'on beaucoup, faisait beaucoup sur, de gens. Hein. C'est ce qu'on faisait sur la side Project Week, c'est que au début, effectivement, c'était que de l'organique, sauf qu'après, ben, ça s'épuise. Les gens qui ont déjà participé au challenge, ils vont pas forcément. Il y en a qui reviennent, mais c'est pas ça qui permet d'aller faire Ouais. des lancements à plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires. Non. Ça marche pas comme ça. Donc, il faut effectivement faire de la pub. Nous, on faisait de la publicité, on augmentait les montants à chaque fois et on mesurait vraiment tous nos indicateurs pour voir le montant qui était le plus pertinent, parce que aussi parfois au-delà d'un certain montant on se rendait compte qu'on était plus rentable. Donc c'était quand même, c'est quelque chose qui se, si on veut bien le faire, c'est quelque chose qui se pilote. Alors on peut le faire un peu comme celui que j'ai fait, mais effectivement je sais pas si ça apporte vraiment une grosse différence de résultat. Après ça n'empêche pas de le faire, mais dans la plupart des cas, c'est juste une usine à gaz. Et si vous vous y connaissez pas tellement en copywriting, en marketing, que c'est les premières fois que vous lancez, n'allez pas vous prendre le chou avec des challenges. Soit parce que vous n'avez pas encore vendu cette offre-là, donc déjà, contentez-vous de vendre l'offre sans rajouter de la complexité pour tester votre offre avec des conversations MP, ou même, pas forcément si c'est pas de la conversation, mais en tout cas, si c'est de la formation en ligne, il n'y a pas forcément du setting, mais juste vendre la formation. Et si vous avez déjà un petit peu plus d'expérience et tout ça, et que vous voulez vraiment faire du challenge, faites du très très simple. Et ça permet déjà de tester sans se compliquer la vie et compliquer la vie de nos prospects aussi, quoi. C'est ça. Parce qu'en fait, pourquoi les gens ils font des challenges? Parce qu'ils voient des gens plus avancés qu'eux faire des challenges, ils se disent que ça marche bien. Mais c'est pour ça que je vous renvoie vers l'épisode 2 ou 3 sur t'as l'impression de tout bien faire mais ça marche pas, qui explique pourquoi c'est une idée de merde en fait. Et c'est vraiment, t'as un peu dit les conditions. C'est-à-dire que si t'as pas beaucoup d'expérience en business, c'est pas la peine. Si t'es pas un monstre en copywriting ou que t'as pas de copywriter, c'est pas la peine. Si t'envoies pas taquet de cash pour avoir taquet de lead froid, c'est pas la peine. Et si tu vends, ouais, non, ça, par rapport à son tarif, non, on s'en fout. Mais, ça dépend si tu as mis de la pub ou pas, quoi. C'est ça. Ou alors, si tu travailles par cohorte et que tu peux accompagner que 20 personnes en même temps, c'est pas la peine non plus, en fait. Donc, vraiment, là, le truc à se dire, c'est que vouloir faire ça, c'est vraiment vouloir jouer au business en mode difficile, ouais, c'est ça. Dès le premier niveau, quoi. C'est ça. Là où on pense que ça va être facile parce qu'on se dit, comme ça, je vais amener du gratuit, ce sera plus bonne ambiance et tout ça, ça peut être plus complexe. Après, si c'est votre truc, que ça vous fait plaisir de le faire, que vous avez vraiment envie de faire ça bien, ok. Enfin, je veux dire, tentez-le et vous verrez bien ce que ça donne. Donc, et ça ne veut pas dire que ça ne va pas marcher nécessairement. Hein. C'est juste que c'est pas la voie forcément la plus simple ou la plus rapide. Après, là où je vois un intérêt quand même du challenge, ou en tout cas d'avoir un peu une thématique, c'est quand on a une offre qu'on a déjà présentée plusieurs fois à notre audience. Si on n'a pas eu un gros renouvellement d'audience, c'est intéressant d'aller chercher un peu de la nouveauté et d'en fait d'axer notre communication sur un nouvel angle. Par exemple, moi, c'est ce que je faisais pour mon programme phare de ma société d'avant, c'est que on testait parfois, alors c'était plus des webinaires que des challenges, mais des webinaires sous un nouvel angle. C'est-à-dire que, par exemple, il y avait le webinaire sur comment lancer ton projet en parallèle de ton job quand t'as pas beaucoup de temps pour ça. Il y avait l'angle si tu veux générer des revenus complémentaires en plus de ton job. Donc, on pouvait aller chercher des angles marketing différents aussi pour voir ce qui plaisait le plus, ce qui vendait le mieux, etc. C'était intéressant de le faire comme ça. Donc, le côté challenge ou webinaire peut être intéressant si vous cherchez à retrouver
à renouveler de l'intérêt sur une audience qui a déjà vu passer 36 fois la même chose. Là, ça aurait du sens. Mais faites-le toujours de façon très très simple. Plus un Webi qu'un Plus un Webi, challenge, quoi. c'est ça. Et encore, même, tu peux trouver d'autres moyens pour Oui, mais bien sûr. retrouver cet intérêt. Voilà. Et on va voir un petit peu ce qui est recommandé à la place. Oui. Qu'est-ce qu'on fait du coup? On va s'ennuyer si on fait pas de challenge. Bah ouais, on va avoir la Dolce Vita et on va pas travailler et faire de l'argent. Putain, c'est con, hein. Qu'est-ce que tu recommandes, toi? À la place, tu voulais parler des webinaires ou de ce qu'on fait à la place? Non, de ce que toi, quitte à ne pas faire des webis. Moi, je peux en parler, hein. D'ailleurs, par rapport à ça, j'avais un dernier point sur pourquoi c'est une idée de merde. C'est que tu rates ton challenge ou tu rates ton webi et le prochain il est dans 1 mois ou dans 6 mois, bah t'es dans la merde en fait parce que t'as pas de thunes. Donc, et tu t'es cramé la tronche pour pas faire assez d'argent si ça foire. Donc c'est vraiment un sale plan sur tous les points. Donc qu'est-ce qu'on fait pour éviter ça? Ben, déjà, je pense que sur un lancement classique, sans avoir besoin de faire un challenge, un lancement, c'est en amont, il y a du teasing. Enfin, pour moi, il y a plusieurs étapes dans un lancement. Il y a l'éducation, ensuite il y a le teasing et ensuite il y a le lancement, c'est-à-dire les ventes en tant que telles. La partie éducation, c'est j'éduque mon audience à quel est son véritable problème et pas forcément celui qu'elle perçoit, quelle est la solution et la façon dont elle peut le résoudre, quelles sont les fausses solutions, les mauvaises solutions qui du coup n'ont pas porté leurs fruits jusqu'à maintenant. Donc on va éduquer notre audience pour qu'elle se dise waouh, cette personne-là peut m'aider à résoudre mon problème d'une façon où j'ai jamais fait comme ça. Donc ça c'est toute la partie éducation. Ensuite on a la partie teasing. La partie teasing c'est il y a quelque chose qui se prépare pour que tu puisses résoudre ton problème. Et donc ça c'est je suis pas encore en train de présenter le produit, l'offre et tout ça, juste il y a quelque chose pour ça qui va sortir, qui est en train de se préparer. Et dans la partie teasing, moi j'aime bien commencer vraiment à récupérer des prospects qui sont intéressés. C'est pour ça que moi j'aime bien les systèmes de liste d'attente. Liste d'attente, c'est vraiment très simple à mettre en place. C'est une petite page de capture avec la promesse. Inscris-toi ici pour être informé en premier de l'ouverture de machin chose et avec des bonus, un tarif exclusif, des cadeaux exclusifs, etc. Prénom, email et terminé. Et en fait, avec ça, ça permet déjà de préchauffer notre audience qui est intéressée par ce sujet-là. Ça permet, nous aussi, de voir un peu l'intérêt qu'il y a déjà et de se dire, bon, si je sens que là, c'est un petit peu limité, un petit peu mou, je vais peut-être envoyer plus fort sur la promesse, sur le positionnement pour avoir plus de monde sur ma liste d'attente. Et ensuite, la partie lancement, c'est la partie vente. Et la partie vente, sans avoir besoin de faire tout un challenge avant, c'est simplement, j'ouvre les inscriptions à telle date, pendant X jours, je clôture les inscriptions et voilà, et mon lancement est terminé. Donc évidemment, là c'est un autre sujet, mais on va voir comment on peut faire un lancement qui fonctionne, les bonus qu'on peut faire, les offres, les machins, les trucs, c'est un autre sujet, mais en tout cas, on peut tout simplement, avec liste d'attente et date d'ouverture, pouvoir faire notre lancement très bien sans avoir à faire tout un challenge. Et même la liste d'attente n'est pas nécessairement indispensable. Moi, j'aime bien parce que ça permet d'ancrer quand même dans la tête des gens intéressés qu'il va se passer un truc et ça évite qu'ils achètent ailleurs entre-temps ou que... Voilà, ils savent qu'il y a un truc qui est en train de se préparer et il y a quand même aussi un peu un biais d'engagement. Quand on se met sur liste d'attente pour quelque chose, on sait que on a déjà fait un petit pas pour ça. On est déjà un petit peu engagé dans cette histoire-là. Donc voilà, les solutions, c'est juste lancement simple, achat directement. Si en tout cas on est sur un programme en ligne où c'est de l'achat direct et pas du closing téléphonique. Si par contre on est sur un programme accompagnement ou même sur la Presta, on fait pas tellement de lancement. On est vraiment là sur quand même des produits en ligne. Si il y a du closing, dans ces cas-là, pareil, il n'y a pas forcément besoin d'un challenge, quoi. C'est juste de la prise de rendez-vous, tout simplement. C'est ça. Voilà. Ok. Pas grand-chose à ajouter, quoi. Les stratégies habituelles. C'est ça. Toi, tu recommandes plutôt lancement, du coup. Ah, entre Evergreen et lancement, on va reparler de ce sujet qui fâche. Non, on a fait un épisode là-dessus. On a fait un épisode là-dessus. Par contre, effectivement, moi, je pense aux membres du mastermind que j'accompagne, où il y en a qui sont sur des challenges. Alors, c'est des challenges qui sont parfois un petit peu improvisés, on va dire, fait avec des bouts de scotch. Et on va peut-être pas les citer du coup. Pardon, mais ils sont là pour qu'on répare ces choses-là, justement. Et en fait, ce que je vois souvent, c'est qu'ils ont peur de faire autre chose, peur que ça marche pas. C'est vrai. Sauf qu'en fait, pour moi, c'est un peu comme... Et du coup, ils restent sur soit des lancements, soit effectivement ces formats de challenge parce que c'est le seul truc qu'ils connaissent. Mais c'est comme si je te disais, ah tiens, ça fait 15 ans que... Allez, 15 ans, non, 30. Ça fait 30 ans que tu bouffes du pain, tu es intolérante au gluten. Si tu arrêtes, tu vas te sentir mieux. Et que tu me dis, bah non, ça fait 30 ans que je mange du gluten, je connais que ça. Du coup, je vais continuer.
Et ben c'est pareil. C'est la même chose quand tu fais des challenges, parce qu'en fait, tu es sur un truc qui marche un peu, mais tu pourrais être sur quelque chose qui marche 10 fois mieux, qui te demande 10 fois moins Ouais, d'efforts. c'est ça. Nous, c'est pour ça qu'on les fait passer sur de l'Evergreen dans 90% des cas, 80, 90, selon justement la gamme tarifaire. Quand c'est en high ticket, c'est de l'Evergreen. Quand c'est pas du high ticket, on fait autrement. Mais juste, restez pas sur un truc qui sert à rien parce que machin chouette fait ça, quoi. Bah, je pense que là-dessus, effectivement, tu disais, il y a la peur de se dire si mon lancement marche pas, ben du coup, je suis coincée parce que je gagne plus d'argent avant le prochain lancement dans 2 mois, 3 mois, 6 mois. Ouais. Je pense qu'il faut aussi s'autoriser à refaire une offre, à refaire un lancement en fait. Oui. Exemple de quelque chose qui se fait, c'est, enfin que moi j'ai pu faire, c'est du downsell. C'est-à-dire que, ok, on sort du lancement, on peut aller récupérer des ventes supplémentaires en proposant par exemple 15 jours après la fin du lancement aux personnes qui ont montré de l'intérêt parce que elles ont regardé la page de vente, elles ont participé au challenge, s'il y en avait un, elles étaient sur liste d'attente ou peu importe, et de leur dire, ok, t'as pas acheté, ben on te propose de rejoindre le programme, mais sur une version qui est plus accessible. Alors, on va appeler ça une version dégradée, mais c'est pas péjoratif, dans le sens où, par exemple, si c'est un programme dans lequel il y a de l'accompagnement, des lives, plus etc., light, quoi. plus light, on a la version avec que le programme en ligne, et du coup moins cher. Et donc ça permet d'aller aussi chercher d'autres ventes et de faire à nouveau rentrer du cash. Donc si jamais un lancement ne fonctionne pas, il ne faut pas passer 3 mois en stress de trésorerie en se disant oh là là, mais du coup, comment ça va se passer, ou même de stresser avant le lancement en se disant mais si ça marche pas, c'est la cata. Ben non, tu pourras relancer un mois après. Hein. Je veux dire, faut pas avoir, même 15 jours après, faut pas avoir peur du regard des gens qui vont se dire mais attends, pourtant, elle sort d'un lancement, est-ce que c'est que ça n'a pas marché? Non, en fait, peut-être que juste. T'as voulu relancer, il y avait des prospects qui n'avaient pas acheté, on sait rien. Tu peux aussi proposer autre chose si jamais tu es sur du multi-off, ne serait-ce que 2 offres. Enfin, il y a des solutions pour aller faire du cash si jamais le lancement n'a pas marché. Donc si vous êtes actuellement sur un modèle, par exemple de challenge un peu compliqué, qui vous prend beaucoup d'énergie pour pas grand-chose, faites le test d'arrêter d'arrêter de faire le challenge, de faire votre lancement sans le challenge. Voyez ce qui se passe. Si vraiment ça se casse la figure, eh ben, vous pourrez relancer après, c'est ok, vous ferez un challenge, n'importe quoi, ou vous ferez un lancement, peut-être faudrait voir ce qui a vraiment coincé, pas forcément l'absence de challenge. Et si ça marche, bah au moins, vous savez qu'à l'avenir, vous pouvez faire vos lancements de façon beaucoup plus simple, beaucoup plus écologique, sans avoir à faire ce challenge. Sauf si faire votre challenge, vous adorez ça. Si vraiment c'est un truc que vous aimez faire, faites-le. Tu vois, il y a ça aussi. Alors ça, je sais qu'on n'est pas toujours d'accord. Moi, je suis plus dans le côté, le business, c'est pas fait que pour l'argent, c'est aussi, on veut les deux, mais pour aimer ce qu'on fait, si vous adorez faire votre challenge, faites-le. Le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de personnes qu'on connaît, de clients qu'on a, qui font le challenge parce qu'il faut le faire, mais qui en réalité sont assez... dans la douleur, quoi. Dans la douleur, à l'idée de le faire, c'est lourd, il y a du stress, etc. Ça leur prend beaucoup de temps. Et même si pendant le challenge, ça va, il y a un peu le contre-coup post-lancement de l'épuisement parce qu'il a fallu assurer pendant le teasing du challenge, les inscriptions au challenge, animer le challenge, animer les ventes, ensuite commencer à délivrer aux clients qui auront acheté. Et du coup, pendant un mois, ils sont comme ça, ils sont au bout du rouleau, quoi. Donc ça dépend aussi de l'énergie dans laquelle ça vous met. Ouais, c'est juste. Voilà. Je crois qu'on a fait le tour. Bah oui. Du coup, webinaire, tu voulais parler des webinaires en particulier ou c'est vraiment challenge? C'est un peu le même principe. Alors c'est sûr que ça demande un peu moins d'efforts. Ouais, c'est quand même moins d'efforts le webinaire. Mais bon, c'est toujours le même problème de... en fait, pour moi, c'est ce problème des challenges et des webinaires, c'est un manque de récurrence, souvent, et surtout, c'est un manque de volume de vente. Ce que je veux dire par là, c'est que quand tu fais un webinaire une fois par semaine, tu fais un challenge une fois par trimestre, tu fais un webinaire une fois par semaine. C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une fois par semaine où les gens peuvent soit prendre rendez-vous avec toi, et déjà, webinaire plus rendez-vous, je vois pas trop l'intérêt, mais c'est une fois dans la semaine où ils peuvent acheter. Alors déjà, c'est mieux de le faire une fois par semaine parce que ça fait plus de volume, ok, pourquoi pas. Maintenant, le truc, c'est que si tu pouvais avoir tous les jours quelqu'un qui voit ton webinaire et qui peut acheter, bah, tu multiplies par l'infini le potentiel de vente que tu vas faire, en fait. Et c'est ça, moi, le gros problème que j'ai avec ça, c'est que c'est toujours des trucs de vente ponctuels, qu'il n'y a pas de système de vente continu à côté. Bon, moi, j'aime les vidéos de vente pour cette raison. Ou si toi, tu es en train de dormir et qu'il y a quelqu'un qui voit ta vidéo, qui peut être un simple replay de ton webinaire, à minuit et demi pendant que tu dors et qui se dit wow, c'est vachement bien, je vais acheter, ou alors je vais prendre rendez-vous, tu as tout gagné, en fait.
En fait, explique peut-être le principe de la VSL et... Bah, la VSL, donc c'est la vidéo de vente. C'est le même contenu qu'un webinaire, sans le début où tu dis bonjour, éteignez vos téléphones, et la fin où tu pitches toute ton offre, c'est tu pitches ton truc. Souvent, si tu es sur un produit high ticket, tu présentes vite fait le produit et t'envoies vers un appel de vente, ce que font les gens souvent qui font des webis et des challenges, donc autant éliminer le webi ou le challenge. Et si tu es sur un produit qui va coûter potentiellement moins de 1 000 euros, là, forcément, il faut que tu présentes à fond le produit. Ça va donner moins de résultats potentiellement que des webis de faire ça. Ouais. Donc là, c'est effectivement... ça dépend de ce que tu vends aussi. Ouais, ça dépend de ce que tu vends. Mais bon, moi, je suis de moins en moins partisan d'être sur des tarifs entre 500 et 1000 balles sans avoir une grosse audience. Et par contre, si tu es sur un truc à 100, 200, 300 balles, là, bah, tu pitches totalement ton offre, tu fais une promo dans ta vidéo de vente en disant, bon, bah là, tu as X jours vu que tu viens de voir cette vidéo pour rejoindre. Et voilà, en fait. Après, bon, bien sûr, là, c'est un petit peu en dessous du high ticket. Donc, high ticket, plus de 2000 euros. En dessous, c'est un petit peu à affiner. Et c'est sûr que ça ne va pas toujours bien marcher non plus de faire uniquement ça, selon ta gamme tarifaire et comment tu fonctionnes. Donc, c'est quel est le business après que je veux, quelle gamme tarifaire je veux, et du coup, quels sont les systèmes de vente que je vais être obligé de faire pour cette raison, même si, en vrai, je te dis ça, alors là, je te prends la contrepartie YouTube, puisque ça, c'est un peu les business Instagram. Tu fais des vidéos YouTube, 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 qui renvoient tous un peu vers une autre vidéo YouTube qui est une VSL, en fait, sur YouTube. Et en faisant ça, tu peux, sur du 500, 1500 euros, si tu as assez de volume sur tes vidéos YouTube, bah, tu peux faire des ventes en continu tout le temps sur ton programme à 1000, 1500 balles, ça, il n'y a aucun problème. Bah, ça prouve à nouveau qu'en fait, c'est toujours un ensemble de variables qui fait qu'une stratégie, elle est pertinente ou pas. Tu as la taille de l'audience que tu as actuellement, il y a est-ce que c'est que de l'organique ou est-ce que tu mets de la pub dessus, quel est le tarif de ton offre, il y a tellement de variables qui jouent qu'il n'y a pas une stratégie unique et ça dépend de tout ça. C'est ça. Après, moi, sur le webinaire hebdomadaire, c'est vrai que... après, tu peux avoir le combo, c'est-à-dire le webinaire live une fois par semaine, par exemple. Si tu tiens ton webinaire live, tout le monde n'a pas forcément envie de faire ça. Moi, je sais que c'est quelque chose que j'ai pas du tout envie de faire. Il y en a d'autres qui sont tout à fait OK avec ça. Tu peux avoir aussi le combo webinaire live plus un tunnel avec une VSL. C'est possible aussi. Tu as la VSL de base. Et quand tu as envie de faire des pics de vente, tu fais ton webi. Mais il est là en bonus, il est là en soutien. Il n'est pas là pour sauver ta boîte, en fait. Oui. Donc, ça dépend toujours de ça. Moi, je sais que j'avais effectivement du webinaire sur Side Project, même sans le challenge avant. Et c'est vrai que c'est du lancement sur une offre sur laquelle il n'y a pas de closing, qui est en dessous de 1000 euros. Donc effectivement, le fait de faire ce système-là fonctionne bien pour le coup. Voilà. Par contre, cet épisode continue de s'étendre. Après, on arrête, c'est la dernière chose. Par contre, il y a un autre élément par rapport à ça qui est parfaitement humain, mais qui est du coup parfaitement con. C'est les personnes qui vont faire ces webis ou ces challenges, mais concentrons-nous sur les webis. C'est ce mois-ci ou alors la semaine dernière, mon webi n'a pas marché. Du coup, je remets tout mon business en question et toute mon offre en question et du coup, il faut que je change tout. Alors que techniquement, c'est comme la bourse. C'est pas parce que lundi, ça s'est pété la gueule que lundi d'après, ça va pas repartir en fait. Et ça, c'est une erreur de base de se dire « Ah, ça n'a pas marché, il faut que je change tout », alors que non, il faut juste que tu le refasses et que tu aies des nouvelles conditions, c'est-à-dire des nouveaux prospects, à un autre moment, une autre semaine, à un autre moment, qui fait que là, ça va repartir. C'est pas parce que ça n'a pas vendu une fois que tu te mets en PLS. Parfois, ça peut même être mort pendant un mois entier et c'est pour ça que c'est dommage de ne pas avoir un autre truc qui pallie à côté. Après, c'est sûr que là, si ça fait 2 mois, 3 mois qu'il ne se passe rien, tu as un problème, il faut changer le système. Oui. Mais voilà, c'est pas parce que tu as fail une fois que c'est la fin du monde, quoi. C'est une bonne remarque. Voilà. Si on concluait, je me suis dit exactement la même chose, cet épisode. Conclusion. Quelle est la conclusion de cet épisode ? Ne faites pas des challenges. Ne faites pas des challenges. Les webinaires, on peut négocier, ne faites pas des challenges. Sauf si... en toute objectivité, toujours. Vous faites déjà énormément d'argent, vous avez une super équipe, vous êtes super fort en marketing. Bref, probablement rien de tout ça si vous écoutez ce podcast. Pardon, mais il faut le reconnaître aussi au bout d'un moment, quoi. Ouais, moi, la conclusion que je donnerais, c'est de quand même chercher le plus simple. C'est-à-dire qu'il y a tellement de stratégies, de techniques possibles pour finalement toujours en revenir au même point qui est présenter la bonne offre au bon prospect, en fait. Donc, je pense que ce chemin-là,
L'idée, c'est de le simplifier au maximum pour que ça nous prenne le moins d'énergie possible, que ça rajoute pas de complexité d'usine à gaz. Et avec ça, ça va très bien vendre et en étant, je trouve, beaucoup plus écologique, beaucoup plus facile pour tout le monde. Donc, à vous de voir en tout cas quel est le chemin le plus simple pour aboutir à votre objectif de chiffre d'affaires, quoi. C'est ça. Et faites pas quelque chose juste parce que tout le monde le fait. C'est ça, parce que vous savez pas forcément si ça marche si bien que ça et dans quel état aussi mental sont les personnes qui tiennent ce genre de stratégie-là, quoi. Sachant qu'en plus, les personnes qui sont les plus avancées testent des choses, en fait. C'est ça qu'ils font qu'ils sont les plus avancés aussi. Oui. Sauf que dans tout ce qu'ils testent, il y en a probablement une grosse majorité de choses qui foirent. Et quand c'est en plus des coachs business, ils sont là en train d'apprendre pour vous. Ils font les conneries pour vous, pour que vous n'ayez pas à les faire. Donc, n'imitez pas un truc qu'ils ont fait la semaine dernière, parce qu'eux-mêmes sont peut-être en train de tester des choses. Très bonne remarque. Voilà. Nous avons donc 18 conclusions à cet épisode. 18. Très bien. Eh bien, c'est la fin de l'épisode. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. C'est une hôtesse de l'air, finalement. apparemment. Point, mais... Il faut qu'on s'améliore sur les conclusions. Du coup, là, on a perdu les gens sur YouTube qui sont partis de la vidéo. Encore une fois, 5 étoiles sur Spotify, Apple Podcast, un petit commentaire, ça fait plaisir. Et un petit commentaire, abonnement sur YouTube. Et puis, on se retrouve dans le prochain épisode. On est bien. Pour le prochain épisode. Bisous.